Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Vous êtes sur Ziana TV, la chaîne au cœur des diasporas. L'entretien du jour avec un homme, ce monsieur Fadiga Mohamed. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Mohamed Fadiga, vous êtes porte-parole de la plateforme Nopassaran et président de la Ligue des droits de l'homme de Nanterre. Alors, très heureux de vous accueillir. Vous êtes originaire de Conakry et on va parler de la Guinée aujourd'hui avec vous. Déjà, avant qu'on ne rentre dans le vif du sujet, aujourd'hui, la Guinée connaît une crise politique sans précédent. Le président Alpha Condé a du mal déjà à gérer la crise sociale. On se rend compte avec les dernières élections que la crise politique, elle aussi, est en train de prendre de l'ampleur. Est-ce que vous pouvez rapidement nous présenter la situation, notamment la crise politique aujourd'hui qui sévit dans votre pays, la Guinée-Conakry? Alors, merci de m'avoir donné cette opportunité. D'abord, nous sommes ici, c'est pour parler d'une nation qui traverse actuellement une crise abyssale. Une nation qui est profondément mortifiée et durablement blessée. Elle est durablement blessée parce que cette grande nation qui est la Guinée, elle se trouve dans les mains des gens qui, au lieu de protéger la Guinée, les exposent. Au lieu de rassembler les Guinéens, les divisent. Au lieu d'agrandir cette grande nation, la fragilise. Vous avez en face de vous l'État Léviathan qui n'incarne plus la puissance publique. Vous avez une opposition qui est assignée à une résidence communautaire, une société civile en lambeaux qui n'est plus crédible. Elle a d'ailleurs perdu la dynamique revendicatrice qu'elle avait connue dans les années 2006-2007 jusqu'en 2009. Et vous avez une jeunesse ultra divisée, ultra manipulée, ultra incohérente, qui clique deux fois à droite et qui va à gauche. Donc on se retrouve avec un pays qui n'existe quasiment plus, puisque toute votre description quand même nous amène à considérer la Guinée comme un pays où finalement, si le droit n'y est pas, mais les hommes non plus ont du mal à exister rien que par eux-mêmes. Oui, ça nous désole un peu la situation que nous venons de faire tout à l'heure. Oui. Cette situation, ce déficit démocratique que la Guinée est victime aujourd'hui, résulte de la faiblesse, de l'inefficacité des institutions républicaines à améliorer les conditions de vie de la population guinéenne, à faire en sorte qu'elle puisse jouir effectivement de sa dignité et aussi des droits fondamentaux. Autrement dit, c'est des conséquences de l'inobservation des obligations juridiques qui régissent notre société. Et naturellement, il doit y avoir les crises à partir du moment où les principes fondamentaux tels que nul ne peut se présenter au-delà de 2 mandats consécutifs est violé, à partir du moment où la liberté syndicale n'est pas respectée, à partir du moment où les jeunes, les enfants ne jouissent pas de leur droit à l'éducation, il y aura la crise à partir du moment où la liberté d'expression elle n'est pas respectée. Donc on vous entend, tout ça c'est la faute d'un homme, Alpha Condé. Oui, la situation actuelle que je viens de vous décrire, résulte de la faiblesse de l'État. Bien avant lui, il y a bien d'autres présidents qui n'ont pas non plus fait grand-chose par rapport à Alpha Condé aujourd'hui. Oui, bien avant lui, il y avait aussi d'autres anomalies. Mais la chose est devenue beaucoup plus compliquée avec Alpha Condé. Vous savez, le pouvoir, ça use l'homme, ça affaiblit l'homme. Si ceux qui ont des mandats électifs ou nominatifs ne sont pas critiqués, ne sont pas rappelés à l'ordre, ils vont se laisser aller, ils vont se laisser faire. C'est pourquoi, dans toutes les grandes démocraties au monde, il est normal qu'il y ait une opposition légale et structurée, qu'il y ait une société civile crédible et en quelque sorte qu'il y ait un contre-pouvoir. Mais le cas particulier de la Guinée, le drame de la Guinée, est dit par le fait que les différentes institutions que je viens de citer tout à l'heure, c'est-à-dire que ce soit le pouvoir exécutif, judiciaire ou législatif, entretiennent des relations, excuse-moi de terme, incestueuses. C'est-à-dire qu'il arrive des fois que l'opposition et la majorité décident en commun accord de faire passer des projets ou des propositions de loi les plus liberticides. J'illustre ce propos en vous donnant un exemple très simple. Allez-y. Dans la loi de finances de l'année 2017, l'opposition et la majorité ont décidé en commun accord de faire passer un projet de loi qui vise à permettre le chef de file de l'opposition à avoir un budget de fonctionnement dont le montant est estimé à 5 milliards de francs guinéens. C'est la même chose du côté de Brazzaville. Hein. Vous conviendrez avec moi, dans une société républicaine où l'opposition doit jouer le rôle de contre-pouvoir, si cette opposition elle est entretenue et nourrie par le pouvoir en place, ce n'est pas une opposition crédible. Et que fait la société civile maintenant? Si l'opposition, elle, n'est pas crédible, que fait la société civile guinéenne? La société civile, c'est ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure dans la présentation de la situation de la Guinée. Il y a de cela 6 ans, 7 ans, c'était une société civile crédible. Aujourd'hui, cette société civile, elle est
en lambeaux, elle n'est plus Et crédible. qu'est-ce qui s'est passé? Où sont passés les hommes? C'est une société finalement civile politisée. Oui. C'est une société civile qui relègue au second plan la question d'intérêt général. C'est une société civile... Mais on accuse souvent les sociétés civiles de faire de la politique. Dès qu'elles prennent des questions politiques, on dit voilà, vous faites de la politique et vous n'êtes plus dans votre rôle de société civile. Est-ce que cela s'est passé aussi en Guinée? Oui, c'est ce qui se passe là-bas actuellement. Le rôle de la société civile, c'est de défendre l'intérêt général. Bien sûr. À partir du moment où la société civile ne défend que l'intérêt de quelques individus de surcroît qui sont à la tête de l'État, il échappe à sa mission initiale. Donc cette société civile n'est plus crédible. C'est ce qui fait que quand il arrive de fois qu'ils appellent les gens à sortir, à faire des revendications, même si la cause elle est noble, les gens ils ne croient pas à leur sincérité. Ils ont perdu cette crédibilité. Donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui la situation ne devient que de plus en plus compliquée. Alors, une situation qui se complique, Monsieur Fadiga Mohamed, on se rend compte que la jeunesse guinéenne, vous avez déjà dit tout à l'heure, a du mal à exister. Or, on compte des morts depuis un certain nombre de mois, voire d'années. On compte de plus en plus de jeunes Guinéens qui meurent parce que ces jeunes sortent dans la rue. On a entendu ces derniers jours les mamans qui sont sorties pour revendiquer à ce que ces jeunes aillent à l'école, non pas qu'ils restent en prison. Comment se pose aujourd'hui la question de la jeunesse guinéenne? Parce que vous avez l'impression d'être plus ou moins partagé entre cette jeunesse qui s'était d'abord engagée dans les années 90 et qui finalement aujourd'hui se laisse aller. D'accord. Parlant de la jeunesse guinéenne, c'est une jeunesse qui vit actuellement dans le déni de la réalité. C'est-à-dire? C'est une jeunesse dont son attitude me désole et me révolte à la fois. Elle me révolte parce que vous avez une jeunesse, en principe, qui ne s'indigne pas lorsqu'elle est privée de la jouissance de ses droits. Mais vous-même, vous êtes jeune, hein, vous vous indignez aujourd'hui, vous vous levez, je pense quand même qu'on peut encore compter sur des jeunes Guinéens. Je ne généralise pas. Oui, c'est vrai. Il y a une bonne partie quand même qui est consciente. Mais la quasi-totalité de cette jeunesse, elle ne s'indigne pas parce qu'on la prive de la jouissance de son droit à l'éducation. Elle ne s'indigne pas parce qu'elle vit dans un environnement sale. Elle ne s'indigne pas parce qu'elle est confrontée systématiquement à l'insécurité. Elle ne s'indigne pas parce qu'elle vit dans la misère. D'ailleurs, parlant de la misère, ils ont essayé de faire croire à cette jeunesse que la misère est une fatalité. Ils ont essayé de faire croire à la jeunesse que la misère dans laquelle elle se trouve résulte de la volonté de Dieu. Et nous essayons de leur conscientiser en leur expliquant que non, c'est des conséquences des actes néfastes posés par ceux qui nous gouvernent. Je vous raconte une histoire. Il y a une ville qui se situe entre la Guinée et la Côte d'Ivoire. La région, elle s'appelle Zérokouré. Dans cette région, il y a un jeune de la même génération que moi, c'est-à-dire dont son âge se situe entre 30 et 32 ans. Et ce jeune homme était confronté à une misère inacceptable, à tel point qu'un jour, il est sorti de chez lui pour aller dans un restaurant où un plat de riz coûte à 50 centimes. Et ce jeune homme, c'est-à-dire, soit équivaut à 6 000 francs guinéens. Ce jeune homme, après avoir fini de manger le riz, il était incapable de payer le 50 centimes là. Et il a pris la fuite. Et il a été pourchassé par la clameur du public. Il a été arrêté. On l'a frappé jusqu'à ce qu'il est mort. Moi, j'ai eu la malchance de voir la vidéo du dernier moment de la vie de ce jeune homme. Il était couché et il commençait à avoir un regard endormi. Mais son œil gauche n'était pas très bien fermé. Et cette partie, on pouvait lire les phrases interrogatives suivantes. Pourquoi vous me tuez à cause de 50 centimes? Alors que de l'autre côté, il y a des gens qui vous volent des milliards. Il y a des gens qui vous volent des millions. Pourquoi cette injustice sociale? Pourquoi cette inégalité? Donc, partant de toutes ces remarques-là, moi je dirais à la jeunesse guinéenne, il est de notre devoir de se rassembler, de faire des réclamations sérieuses, d'exiger à ce qu'il y ait la reconnaissance de nos droits, à ce que nous puissions vivre à l'abri de l'injustice, pour que nous puissions vivre dans la dignité, pour que nous puissions jouir effectivement tous nos droits fondamentaux. Oui. Alors comment voulez-vous que cette jeunesse se lève, M. Fadiga, quand on sait que le pouvoir en face n'hésite pas à utiliser les armes pour tuer? Aujourd'hui, vous avez suivi ces manifestations des mamans qui sont montées au créneau pour dire voilà, on compte déjà plus de 80 morts à ce jour par rapport à ces jeunes qui sortent quasiment tous les mois. Comment voulez-vous qu'elles puissent s'indigner quand on sait qu'en face, on n'hésite pas à tirer? Vous savez, oui, c'est une problématique, mais vous savez, les droits, ça ne se donne pas, ça s'arrache. Il y a, moi, une génération qui m'a beaucoup marqué dans l'histoire politique de la Guinée. C'est la génération de 1958. Cette génération, à l'âge de 20 ans, 23 ans,
ils ont commencé à défendre l'intérêt du pays, à affronter un système qui était vraiment bien implanté, c'est-à-dire le système colonial. Oui. Et ils sont parvenus à obtenir ce qu'ils souhaitaient. Il ne peut pas y avoir un résultat sans qu'il y ait des sacrifices. Aujourd'hui, pour une question de solidarité générationnelle envers ceux qui nous ont précédés, qui se sont battus pour nous permettre d'avoir les droits que nous avons aussi, il est de notre devoir, la jeunesse actuelle, de se battre pour que nos enfants ne subissent pas la même chose. Il ne faudrait pas que nous restons dans la logique qui consiste à dire que à chaque fois que nous sortons, ils vont nous tuer. Non, mais la réalité, c'est là, M. Fadiga. Oui, mais est-ce que le fait que à chaque fois que nous sortons, je condamne d'ailleurs fermement cette situation, parce que la liberté de se manifester est une liberté fondamentale, est une liberté qui a une valeur constitutionnelle. Si nous sommes face à un État civilisé, un État qui respecte les droits de l'homme, un État où la jouissance des droits est vraiment effective, nous ne pouvons pas se comporter, cet État ne peut pas se comporter comme ça. Mais malheureusement, nous constatons que la première obligation de l'État, celle qui consiste à protéger sa propre population, celle qui consiste à faire en sorte que la jouissance des droits soit une réalité, l'État en Guinée aujourd'hui est défaillant. L'État n'assume pas cette obligation. C'est partant de toutes ces remarques-là que nous interpellons la communauté internationale. Oui. Nous interpellons les organisations sous-régionales, les partenaires de la Guinée, que ce soit l'Union européenne ou l'Union africaine, de s'intéresser sur le cas particulier de la Guinée, de ne pas rester dans l'inaction. Parce que vous savez, comme dit l'autre, l'inaction déchire nos consciences. Elle nous conduit à une intervention tardive. Et pour ne pas que cette intervention soit tardive, pour ne pas que l'on se retrouve dans une situation d'une nouvelle Somalie ou un nouveau Rwanda, la communauté internationale doit s'intéresser sur le cas de la Guinée parce que l'État est défaillant. L'État tue sa propre population, l'État maltraite sa propre population, il brutalise sa propre population, il lui prive de la jouissance de tous ses droits. Alors, vous dites ça, ça n'empêche pas que Alpha Condé soit reçu sur le tapis rouge à Paris. Ça n'empêche pas qu'il soit aux côtés de Donald Trump quand il est à Washington. Ça n'empêche pas d'être du côté avec Angela Merkel. Quelle communauté internationale appelez-vous aujourd'hui? Ça n'empêche pas d'aller à Brazzaville et de dîner avec son frère Denis Sassou Nguesso. Quelle communauté internationale faites-vous appel? Moi, je vous parle de droit. Oui. Je ne vous parle pas de la politique. C'est vrai, mais sauf que le droit accompagne parfois la politique. En principe. Oui, c'est la politique qui accompagne le droit. Oui, en principe, les dictateurs, comme ceux dont vous venez de citer tout à l'heure, qui maltraitent leur propre population, qui essayent de se faire cacher derrière la notion de la souveraineté, oui, en disant que nous sommes souverains, nous sommes libres de faire ce que nous voulons. Nous pensons que ça c'est faux. La souveraineté signifie que vous devez protéger votre propre population. À partir du moment où l'État est défaillant, l'État ne protège pas sa propre population, l'État n'assume pas sa première obligation, sa première mission, ça crée une seconde obligation à l'égard de cette communauté internationale. Je dis bien, je vous parle de droit. Oui. C'est que la logique aurait voulu. Si l'État est défaillant, si l'État n'assume pas sa propre mission, sa première mission qui est celle de protéger sa propre population, et de surcroît, il les brutalise, la communauté internationale doit intervenir. La notion de la souveraineté prend ses limites. À partir du moment où l'État maltraite sa propre population, il est de devoir de la communauté internationale d'intervenir pour sauver, les citoyens, pour rendre effectif la jouissance de leurs droits. Admettons que l'État reste dans l'indifférence. Vous vous rappelez de ce qui s'est passé au Rwanda? La communauté internationale, son inaction a engendré ce que nous déplorons aujourd'hui, le génocide. Et c'est vrai que je comprends deux fois, s'il intervient aussi, son action peut aussi être considérée comme une ingérence dans les affaires internes du pays. Et souvent, les États africains évoquent cette ingérence. Oui, ou qu'il invoque cette ingérence. Mais ce n'est pas non plus une raison leur permettant de violer les droits les plus fondamentaux de leurs citoyens. On est souverain, c'est parce qu'on a des obligations. L'obligation de protéger sa propre population. Si vous ne protégez pas votre propre population, de surcroît vous les brutalisez, vous ne pouvez pas vous cacher derrière la notion de la souveraineté pour justifier ce crime horrible. Quand on connaît quand même, vous avez parlé de 58, quand on connaît l'histoire de la France et la Guinée, aujourd'hui nous sommes en 2018, quand on connaît les relations entre la France de Macron et la Guinée d'Alpha Condé, on se demande que finalement la France reste présente dans l'histoire de la Guinée. La France ne peut pas s'en passer de la Guinée, tout comme la Guinée ne peut pas non plus s'en passer de la Guinée et de la France. On a une histoire qui est tellement solide que je pense que nous sommes obligés de travailler ensemble. Macron, c'est un espoir et pour la France,
et aussi pour l'Afrique. Parce qu'il essaie de tenir des discours qui nous consistent à croire qu'il y a là une rupture avec le mécanisme qu'on connaissait autrefois, c'est-à-dire la politique de France-Afrique. Donc c'est tout à fait normal. Mais quand on voit les mêmes acteurs, Alpha Condé n'est pas non plus le premier venu, il n'est pas de la même génération, c'est quand même le grand-père de Macron, donc on a du mal à comprendre que Macron amène une nouvelle politique avec des gens qui sont, eux, des dinosaures de cette politique france-africaine. C'est vrai que c'est difficile de faire une nouvelle politique avec les anciens, oui. Mais c'est la réalité de l'Afrique. Et c'est dans ce combat que nous lançons pour que nous puissions aussi faire en sorte qu'il y ait l'émergence d'une nouvelle tête. Voilà. Que cette génération, cette caste politique qui était dans les affaires, dans les différents États africains depuis 58 jusqu'à nos jours, qu'ils partent. Mais ils résistent, finalement. C'est des gens qui résistent, c'est des dinosaures qui continuent de résister. Oui, quand on fait la carte de l'Afrique, on sait quand même que ça s'est renouvelé très très peu. Ça nous désole qu'ils résistent, qu'ils demeurent ici. Il faudrait qu'ils regardent ce qui se passe ailleurs. S'ils veulent vraiment que l'Afrique émerge, que l'Afrique change, il faudrait qu'ils pensent à préparer leur succession. Il faudrait qu'ils donnent la chance aux nouvelles générations, aux jeunes. Ce qui me désole beaucoup dans toute cette histoire, aujourd'hui, c'est les gens de notre génération qui décident l'avenir de la société européenne, de surcroît la société française. Et nous, ce sont nos grands-parents qui sont toujours là-bas. Arrière-grands-parents. Alors que ceux qui sont là, oui. ils ont fréquenté les mêmes universités que nous. Nous avons les mêmes parcours académiques. C'est pas sorcier de gérer un État. À partir du moment où vous savez quels sont les rapports que les différents pouvoirs constitués entretiennent entre eux, à partir du moment où vous savez quel est le domaine de compétence de pouvoir exécutif, de pouvoir judiciaire et de pouvoir législatif, vous avez toute une légitimité intellectuelle qu'il faut pour gérer un pays. Alors, une légitimité intellectuelle pour gérer un pays, je pense que vous l'avez, sauf que on constate que du côté de la Guinée, on prête des intentions à Alpha Condé d'un troisième mandat, alors que lui n'a rien dit. Bon, on voit quand même que la société guinéenne est déjà en train de pouvoir bouillonner en disant non à ce troisième mandat. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, qu'on en soit là, alors que le concerné voudrait sans doute respecter la Constitution qui l'oblige qu'à deux mandats? D'abord, avant de répondre à cette question qui est tellement importante, je voudrais insister sur un point. Allez-y. Quel est ce point? Vous savez, le drame de la Guinée, ça s'explique par le fait que quand les questions sociétales, juridiques comme ce que vous venez de poser là est posée, ce n'est pas des spécialistes en la matière qui interviennent. C'est-à-dire que ce n'est pas des personnes qui sont reconnues par des grandes universités comme des maîtrisards de ces domaines-là qui interviennent. Et souvent, c'est des politiques qui se précipitent là-dessus et les réponses qu'ils apportent, ça n'a rien à voir avec la question posée. Ceux qui soutiennent ce projet, c'est-à-dire ceux qui se battent pour que Alpha Condé demeure, en personne, lui, il ne l'a jamais dit. Mais il pose des signes qui nous laissent à penser, qui nourrissent, qui caressent cette ambition. Et ils évoquent deux arguments. Si vous me permettez, nous allons essayer... Non, mais allez-y, on va les décortiquer, oui. Il y a un argument qui est juridique et un argument qui ne se repose sur aucune base juridique. L'argument qui consiste à dire que laissez-lui finir, achever ses travaux. Il a commencé des projets, donnons-lui la possibilité de finaliser ses travaux. En d'autres termes, ils disent ça chez nous, Walou Raha Walireo. C'est-à-dire que moi, je voudrais poser une question à ces gens-là. Quelle est cette créature qui a pu achever ses œuvres? Quelle est cette personne qui a pu aller jusqu'au bout de tous ses rêves? Nous sommes en France, à Paris précisément. Cette belle ville, elle est entourée de périphériques. Et c'était le projet du général de Gaulle. Il n'a pas pu l'achever. C'est Georges Pompidou qui l'a fait à sa place. Et à chaque dimanche, il y a une grande bibliothèque à Châtelet. La bibliothèque de Beaubourg. C'était le projet de Georges Pompidou. C'est Valéry Giscard d'Estaing qu'il avait achevé à sa place. Sur le plan religieux, le plus grand bâtisseur de l'histoire de l'humanité, Ramsès, qui a commencé la construction des pyramides, ce n'était pas lui qui avait achevé. Moïse, qui était l'envoyé de Dieu pour aller libérer son peuple et leur conduire vers la terre promise. Et quand il avait libéré son peuple, à un moment donné, Dieu l'a dit, votre mission se limite là, et il faut confier cette mission à une tierce personne qui va conduire ce peuple vers la terre promise. Ce n'est pas un individu comme Alpha Condé qui vont nous faire croire qu'il a débuté les projets, qu'on doit lui laisser la latitude d'aller jusqu'au bout. On pouvait comprendre si c'était des actes concrets, oui. Mais sauf qu'en réalité, rien n'est là. Je me dis peut-être qu'ils veulent qu'on leur donne la possibilité de piller davantage le pays, de signer davantage de contrats en catimini qui enfoncent le pays dans une situation compliquée. Et l'argument qui est juridique,
consiste à dire que la Constitution de 2010, elle n'a pas été adaptée par la voie référendaire. Donc il y a un vice de forme. En principe, une Constitution doit être adaptée par la voie référendaire. Comme la Constitution que nous avons aujourd'hui, le fondement juridique de notre société, échappe à ce principe, il y a des voix qui commencent à se lever pour dire qu'il faudrait ensuite consulter le peuple. Ce qui est vrai. Mais sauf que la logique voudrait que quand on est élu sur la base d'une constitution, que cette constitution soit celle qui va nous conduire jusqu'à la fin de notre mandat. Alpha Condé a été élu en 2010 sur la base de cette même constitution. Il n'a pas soulevé un doigt pour dire que c'est une constitution qui a été mal adaptée. Et il a fait son premier mandat, il tend vers la fin de son deuxième mandat. Ce n'est pas maintenant qu'il va dire qu'on doit remettre en cause la légalité de cette constitution. Remettre en cause aujourd'hui la légalité de cette constitution, c'est remettre implicitement son mandat. Ça veut dire que les 7 ans qu'il avait effectués, ou 8 ans qu'il a effectué à la tête de l'État, il l'a fait dans l'illégalité la plus totale. Ça me rappelle un peu de la décision rendue par la Cour constitutionnelle sénégalaise, quand le président Macky Sall a voulu sortir de la logique de septennat pour le quinquennat. Les sages de la Cour constitutionnelle sénégalaise lui a rappelé en disant « Monsieur le Président, on ne change pas une règle de jouer en pleine compétition, en plein match. » Donc Alpha Condé doit s'inscrire dans cette logique. Et le respect de la Constitution. Vous savez, les dispositions constitutionnelles posent les principes de manière générale. Le texte que nous avons aujourd'hui, qui est à la base de l'objet de discussion chez nous, estime que nul ne peut aller au-delà de 2 mandats consécutifs. Mais il est de devoir de nous, de ceux qui ont fait les études de droit, d'interpréter cette disposition constitutionnelle à la lumière des conditions de vie actuelles. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si cette disposition constitutionnelle estime que Alpha Condé ne peut pas se présenter au-delà de 2 mandats consécutifs, ce qui vaut pour Alpha Condé doit être le même pour ceux qui sont dans l'opposition aussi. S'ils se disent qu'ils sont des vrais démocrates, la plupart de ces gens-là, ils se sont déjà présentés 2 ou 3 fois pour des élections. Ouais, ils n'ont pas gagné, donc. Non, mais attends. Ils n'ont pas gagné, donc est-ce que la Constitution ne précise pas qu'en cas d'échec, vous ne pouvez plus revenir? Non, écoutez, on essaye d'interpréter les dispositions constitutionnelles de manière normale, de manière objective, pas subjective. Si vous vous dites que vous êtes démocrate, vous devez incarner la démocratie au sein même de votre propre formation. À partir du moment où vous vous êtes présenté 2 fois et que vous n'avez pas été élu, vous devez donner la chance à une tierce personne. Vous n'êtes pas le seul homme présidentiable dans votre propre formation. On ne sait jamais, on a toujours besoin des leaders comme ça. Oui, mais sauf que il y a des formations politiques. À partir du moment où un individu soulève le doigt pour dire que oui, je peux faire mieux que vous, cette personne, elle est ostracisée. Oui. C'est le cas, par exemple, de la première formation politique, l'UFDG, avec son vice-président Baouri, qui est aujourd'hui exclu du paysage politique. Ces principes vaut pour Sidya Touré aussi, qui a une compétence maintenant vétusté. Ça fait 26 ans que ce mec est au chômage. Et ils essayent de lui faire croire toujours qu'il est l'avenir du pays. Et il y a M. Lansana Kouyaté qui fait l'opposition en restant à Paris-Châtelet. Comment dirais-je? En restant à Saint-Lazare. Ce n'est pas en restant en dehors du pays que l'on est un véritable chef de file ou l'on veut défendre l'intérêt du pays. C'est pourquoi nous nous battons à ce qu'il y ait un renouveau. Qu'on se débarrasse de cette vieille génération qui ont l'air à venir derrière eux, qui veulent hypothéquer notre avenir. Pour ce faire, il faut que la jeunesse se rassemble. Il faut qu'elle se donne les mains. Et pourtant, M. Fadiga, c'est que ces gens-là qui ont leur avenir derrière eux, mais c'est quand même les jeunes qui fassent en sorte que leur avenir revienne devant eux, parce que ces jeunes sont toujours derrière ces vieux, finalement. Mais ils n'arrivent pas à prendre eux-mêmes les choses en main. C'est ce que j'ai essayé de vous expliquer tout à l'heure. C'est une jeunesse qui est ultra manipulée. La majeure partie de cette jeunesse, elle est ultra manipulée. C'est tellement vrai, c'est que vous dites que nous avons vécu les mêmes cas ici. On a connu des jeunes qui étaient avec nous à un moment donné, qui nous ont fait croire qu'ils se battent pour que l'amélioration des conditions de vie de toute une population soit évidente. Mais sauf que ces jeunes avec lesquels vous vous réunissez aujourd'hui, pour décrire la situation politique de votre pays, pour dire que telle personne représente le danger de notre société, et dans quelques temps après, vous verrez cette même
personne, ce même jeune, allait se faire prendre en photo, en selfie, avec la personne que vous estimez, c'est lui le problème de notre pays. Tout simplement parce que c'est une jeunesse qui relègue au second plan l'intérêt général au profit de leur intérêt égoïste et personnel. C'est désolant. Voilà, c'est désolant, on ne va pas rester sur cette note négative. Vous êtes porte-parole de la plateforme No Pasaran. C'est quoi No Pasaran? Alors, la plateforme No Pasaran, d'abord, No Pasaran, c'est une phrase espagnole qui signifie en français « ils ne passeront pas ». Cette plateforme, elle regroupe tous les enfants, les citoyens de la Guinée, y compris les amis de la Guinée. Vous pouvez même être un des adhérents. Et à tous ceux qui en ont marre de cette sale façon de faire la politique, à tous ceux qui veulent vraiment que cette caste prenne fin. Donc, toutes ces personnes-là sont dans cette plateforme. Nous nous réunissons, nous faisons des critiques sérieuses et des propositions concrètes. Par exemple, l'une de nos propositions par rapport à la situation qui sévit actuellement en Guinée, oui. Nous avons fait un constat en disant que le problème de la Guinée, ce n'est pas un problème conjoncturel, mais plutôt un problème structurel. Pour ce faire, il faut des réformes sérieuses. Et ces réformes doivent commencer d'abord au niveau de l'État, c'est-à-dire au sommet de l'État. D'abord que nous sortons totalement de la logique d'un mandat présidentiel, d'un régime présidentiel au profit d'un régime parlementaire. Parce qu'il n'est pas normal que tout un pouvoir soit concentré dans la main d'un seul individu. Il faut qu'on donne la possibilité au peuple de se faire entendre. Nous estimons également que nous devons sortir de la logique d'un mandat représentatif au profit d'un mandat parlementaire, au profit d'un mandat impératif. Le mandat impératif, ça veut dire quoi? C'est normal. Lorsque un homme politique sait que juridiquement, sa responsabilité n'est pas engagée, il est élu pour une durée de 5 ans, il peut se donner le droit de faire ce qu'il veut. Mais à partir du moment où il sait que le mandat qui lui a été confié, c'est suite à la base des promesses qu'il a tenues. S'il est incapable de réaliser toutes ces promesses-là, il peut être destitué en plein exercice de sa fonction et ça ne se limite pas qu'à sa destitution. Il peut aussi être traduit devant une juridiction pour la haute trahison. Parce que vous nous avez promis, vous êtes venus nous faire croire que vous allez construire des écoles, vous allez améliorer les conditions de vie de la population, vous allez rendre effective la jouissance de tous nos droits. Oui. Sauf qu'en réalité, vous faites le contraire. Si l'homme politique sait qu'en tenant toutes ces promesses, et s'il n'arrive pas à les réaliser, le peuple a la possibilité de demander sa destitution et de lui traduire devant la justice. Vous verrez, il y aura peu de personnes qui s'intéresseront à la politique et naturellement la politique retrouvera sa dignité. Donc aujourd'hui dans No Pasaran, on retrouve des hommes et des femmes qui veulent une nouvelle Guinée. Oui, oui, effectivement. C'est une plateforme, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui s'intéresse à toutes les problématiques, qui s'intéresse à... Mais comment est-ce que vous abordez dans No Pasaran la question électorale? Parce qu'on se rend bien quand même compte que finalement la Guinée a un vrai problème avec les élections, comme beaucoup de pays africains. Les dernières élections communales qui sont déroulées au mois dernier posent quand même un problème, alors que le pays a vécu quasiment 7 ou 8 ans depuis les dernières dates de 2011 ou 2010. Donc on se rend bien compte que finalement, si le pays a pu fonctionner avec des délégués spéciaux, est-ce qu'aujourd'hui on se rend bien compte la nécessité des élections en Guinée, ça pose un vrai problème? Ça pose un vrai problème. Et cette anomalie administrative résulte du fait que, depuis, comme vous l'avez dit... Qui a été plus ou moins accepté, hein? Tout le monde a plus ou moins encaissé ça quand même. Oui, c'est pourquoi nous nous battons avec notre plateforme, avec notre mouvement No Pasaran, de mettre fin à cette anomalie administrative, à cette anomalie institutionnelle, de faire en sorte que la Guinée soit un état de droit, de faire en sorte que la Guinée, que les droits de l'homme soient respectés en Guinée. Mais dans les faits, comment on peut le faire dans les faits? Parce que le dire, c'est une chose, tout le monde le dit. Mais dans les faits, concrètement, comment peut-on arriver à rendre concret, en fait, ce que vous nous dites par rapport aux droits de l'homme, par rapport au respect, notamment du fonctionnement d'un pays démocratique, tel qu'on l'entend chez les autres? Oui. D'abord, la première des choses, c'est de s'intéresser à la gestion de la chose publique. C'est de chercher à avoir une responsabilité. Admettons par exemple que No Pasaran présente des députés, présente des individus qui vont représenter la plateforme dans les différentes circonscriptions. Pour que ceux-ci deviennent à la longue députés, ils pourront changer de discours, ils pourront faire passer des projets de loi qui viseront à mettre fin à cette chienlit que nous venons de dénoncer tout à l'heure. Donc, dans un premier temps, nous chercherons à créer des conditions permettant à conscientiser la jeunesse, à connaître le rôle qu'il y incombe dans la société comme la nôtre
et ensuite à s'intéresser à la gestion de la chose publique. Pourquoi pas ne pas avoir des députés ou des maires? Pourquoi pas des députés des maires? Alors, vous êtes en même temps, hein, il faut quand même le dire, président de la LDH, du côté ici en France et du côté de Nanterre. Quand on vous entend, on s'est dit que les droits de l'homme ont aussi du mal à s'imposer du côté de la Guinée. Parlant des questions des droits de l'homme, sur ce point, moi je dirais que le gouvernement guinéen, l'État guinéen mène ce qu'on appelle une double vie. C'est-à-dire essayer de faire croire à la communauté internationale que la Guinée est un pays de droit. La preuve est que nous avons mis en place toutes les institutions permettant de faire la promotion et la protection des droits de l'homme. Nous avons une Cour constitutionnelle. Nous avons l'Institut national indépendant des droits de l'homme qu'on appelle l'INDH. Nous avons le médiateur de la République. De surcroît, nous avons un ministère chargé des questions de la citoyenneté. Mais, sauf que ces différentes institutions, elles sont dirigées par des personnes qui sont transparentes. Elles sont dirigées par des personnes qui méconnaissent leur rôle. Je prends une institution comme l'INDH. Et cette institution, vous avez à sa tête un individu qui, à chaque fois qu'il y a la violation des noyaux durs des droits de l'homme, son rôle se limite tout simplement à faire 2 ou 3 paragraphes en disant que l'INDH dénonce la violation des droits de l'homme, l'INDH se désolidarise de cette mesure. Est-ce que c'est comme ça qu'on peut rendre effectif la jouissance des droits? Non. Est-ce que c'est en restant dans son bureau qu'on peut rendre effectif les droits fondamentaux? Non. Il faudrait qu'on confie ces institutions-là à des personnes qui sont capables, à des personnes dont leur rôle ne se limite pas seulement à agencer, à aligner les belles phrases, à écouter certains défenseurs des droits de l'homme en Guinée. On a l'impression qu'ils passent le concours de grand oral ou le concours d'éloquence. Mais sauf que c'est pas ça. Il faudrait que la jouissance des droits soit une réalité. Il faudrait que l'État assume sa responsabilité, celle qui consiste à protéger sa propre population, celle qui consiste à créer les conditions permettant d'éviter qu'il n'y ait pas de violation des droits de l'homme. Mais je le dis sans aucune exagération, l'État en Guinée n'assume pas ses obligations, ni ses obligations négatives, ni ses obligations positives. L'État n'intervient pas, ne construit pas des services publics permettant aux citoyens de jouir effectivement de leurs droits. Donc partant de toutes ces remarques-là, nous disons que le droit de l'homme en Guinée est beaucoup plus bureaucratique que le droit de l'homme qui est lié, qui se passe sur le terrain, qui se déplace deux fois pour aller voir la réalité du terrain. L'inaction de l'État a conduit à la désacralisation, déshumanisation de l'homme. Il y a des individus contus aujourd'hui en Guinée. La justice populaire a pris de l'ampleur. L'exécution extrajudiciaire est tellement évidente que l'impunité est tellement patente que moi je dirais que l'État est quasiment inexistant en Guinée. Et les droits de l'homme sont systématiquement violés en Guinée. Un État inexistant, les droits de l'homme violés, Mohamed Fadiga, c'est quand même un constat qui n'honore pas la Guinée. Vous, aujourd'hui, dans les actions qui sont les vôtres, qu'est-ce que vous prévoyez en 2018 dans le cadre de nos Passaran ou encore dans le cadre de vos fonctions des droits de l'homme pour que l'image de la Guinée avance et qu'elle soit positive? Dans le cadre de ce que nous comptons faire en 2018, d'abord, nous allons lancer officiellement notre plateforme et vous serez certainement invités. Et puis, nous essayerons toujours de prendre des positions courageuses pour dénoncer les violations des droits de l'homme et de faire à côté des propositions. Parce qu'il ne suffit pas seulement de dénoncer, il faut aussi proposer. Pour ce qui concerne l'effectivité des droits de l'homme, nous essayerons de faire en sorte que les partenaires, que ce soit au niveau des Nations Unies, que ce soit au niveau de l'Union européenne ou au niveau même de l'Union africaine, que ceux-ci comprennent que l'État en Guinée est en train de mener une double vie, que l'État ne protège pas sa propre population, que c'est l'État lui-même qui brutalise ses citoyens. Donc il ne faudrait pas que lors des examens périodiques universels des droits de l'homme, que la délégation guinéenne vienne bien habillée en costume pour faire croire à nos partenaires que le droit de l'homme est une effectivité en Guinée. Ils viendront sans doute en tenue traditionnelle. S'ils ne viennent pas en costume, ils viennent peut-être en tenue traditionnelle. De toute façon, l'habit ne fait pas le moine. Alors, on arrive à la fin. Finalement, 2018, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à vous, personnellement?
on vous voit prendre la parole aujourd'hui. Est-ce que vous allez rester à Paris, puisque vous disiez que ce qui continue à Saint-Lazare, à pérorer, alors qu'il faut être sur le terrain. Aujourd'hui, vous parlez de Paris. Est-ce que vous envisagez demain aller prendre votre place sur le terrain, dans la chaleur moite de Conakry, afin de porter cette parole que vous portez ici à Paris avec autant de véhémence? Écoutez, encore une fois, pour une question de solidarité avec mon pays, il sera dommage que nous qui avons eu la chance de sortir, de faire nos études en dehors de notre pays, que nous restons là, alors que nous venons d'un pays qui nous a tout donné. Et nous avons étudié dans les services publics de la Guinée, nous avons été soignés par les services publics de ce pays. Pour une question de solidarité, il est de notre devoir que nous rendons la monnaie. Mais pour rendre la monnaie, il faudrait qu'un certain nombre de conditions soient réunies. Surtout lorsque vous avez en face de vous des gens tellement puissants qui détiennent l'armée, qui détiennent l'administration et la banque centrale et qui représentent un problème pour le pays, il faudrait que vous vous organisiez. Il faudrait que vous définissiez une très bonne stratégie pour entrer et essayer de voir ce que vous pouvez faire pour améliorer les conditions de vie de vos compatriotes, pour faire en sorte que la priorité soit accordée aux intérêts généraux qu'aux intérêts des particuliers. On indexe la Guinée de plus en plus sur les questions d'immigration. Les jeunes Guinéens font quand même partie du lot quasiment le plus important de l'Afrique noire qu'on voit périr à Lampedusa ou encore au bord de la Méditerranée. Arnaud Passarane, comment est-ce que vous appréciez cette situation de migration, notamment des jeunes? Vous savez, pour répondre à cette question, ça me permet de poser une question. Qu'est-ce qui fait qu'un homme qui vit chez lui dignement peut avoir l'audace d'aller affronter la Méditerranée, peut avoir l'audace d'aller affronter le désert? C'est parce que chez lui, ça ne va pas. Si vous voyez aujourd'hui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, avec l'histoire de ce jeune qui m'attriste beaucoup, qui était incapable de trouver 50 centimes pour subvenir à ses besoins. Une société où la jeunesse, la quasi-totalité de la jeunesse vit dans le chômage, où la jeunesse, elle n'est pas capable de trouver de quoi manger, cette jeunesse, naturellement, elle va sortir pour aller chercher ce qu'ils rêvent d'avoir comme paradis ailleurs. Oui, ce qui fait que... Sur ce sujet-là, Alpha Condé a eu deux sorties. La première qu'il avait faite ici à Paris, expliquant comme quoi c'était la faute aux Occidentaux, puisque ce sont les Occidentaux qui viennent en Afrique. Et après, quand il laisse son mandat du côté de l'Union africaine, il fait un mea culpa en disant, bon, ces jeunes meurent tous les jours, c'est notre faute, il faudrait que nous fassions quelque chose. C'est lamentable comme propos, c'est regrettable comme attitude. Et de surcroît, pendant que cet événement se faisait, il était le chef de l'Union africaine. Oui. Je vous rappelle que l'Union africaine est une institution qui est financée par l'Union européenne. Oui. Je vous rappelle que depuis que la crise des immigrés a commencé, l'Union européenne a organisé des sessions extraordinaires. L'Union africaine n'a organisé aucune session. Donc cette institution, elle est responsable de ce qui se passe aujourd'hui en Afrique. C'est parce que ces dirigeants-là, qui sont à la tête des différents États africains, ne traitent pas leur population comme ça se doit, ne leur permettent pas à leurs citoyens de vivre dignement. C'est ce qui fait que ces gens-là sortent. C'est ce qui fait que ces gens-là s'exposent à des dangers d'une particulière gravité qu'ils ne peuvent ignorer. Et ça nous désole. Ça nous révolte aussi parce que ces institutions-là, ces États-là sont dirigés par des gens qui ne nous donnent pas envie d'être fiers d'être africains. Mais pour que cela prenne fin, il faut que les partenaires européens et aussi la jeunesse africaine dans sa globalité se donnent les mains, essayent de regarder les réalités en face, essayent de comprendre que l'avenir de ce pays, c'est eux. Il faut qu'ils exigent à ce qu'il y ait un changement, à ce qu'il y ait une nouvelle tête, la nouvelle peau et une nouvelle pensée dans la tête des différents États africains. Pour l'instant, est-ce que vous êtes confiant? Je suis serein. Je sais que ça ne demeurera pas comme ça. Oui. L'esclavage a duré parce que l'esclave a accepté. Je sais que l'humanité a connu des choses plus horribles que ça, mais ça a pris de fin. Et cette situation aussi, elle finira par prendre fin. C'est sur ces propos optimistes qu'on va se quitter. Merci Mohamed Sanoussi Fatiga. Je vous remercie également. Voilà, mesdames et messieurs, vous avez suivi donc cet entretien du jour avec un homme, c'est M. Fadiga Mohamed Sanoussi. Il est donc porte-parole de la plateforme guinéenne No Passaran et président de la Ligue des droits de l'homme du côté de Nanterre. Et là, on parle de la France. Voilà, il était avec nous pour revenir sur l'actualité globalement de son pays, à moins qu'il ait un dernier mot peut-être, M. Fadiga. Bon, le dernier mot... Est-ce que les gens peuvent adhérer? Est-ce que les non-guinéens, par exemple, peuvent adhérer à No Passaran? Oui, d'ailleurs, si vous me permettez, je vais juste dire un petit mot par rapport à ça. Oui. Pas qu'à No Passaran, au niveau de la LDH. Vous savez, la LDH,
elle fait la promotion et la protection des droits de l'homme. Donc, elle ne s'intéresse pas seulement sur les cas des nationaux, c'est-à-dire ceux qui ont la nationalité. Tous ceux qui vivent sur le territoire français, que vous soyez des Français ou pas, à partir du moment où vos droits les plus fondamentaux, c'est-à-dire les droits qui sont naturels, qui sont inhérents en vous, qui sont imprescriptibles et inaliénables, sont violés, la LDH prendra position. Et nous nous battons pour que la LDH puisse ne pas seulement s'intéresser sur ce qui se passe en France, mais plutôt en Afrique. Parce que les immigrés, les cas des immigrés que vous faites référence, ces immigrés, ils quittent des pays pour venir ici. Oui. Si les droits de l'homme ne sont pas respectés dans leurs pays respectifs, la LDH va passer tout son temps à dénoncer les violations des droits de l'homme. Donc, il est de son devoir aussi d'aider les défenseurs des droits de l'homme qui sont en Afrique pour qu'ils soient protégés et qu'ils se battent pour que la jouissance des droits dans les pays respectifs soit une évidence. Au niveau, pour ce qui concerne la plateforme de Passaram, tous les amis de la Guinée, de l'Afrique, vous savez, les tyrans, les technocrates, les gens qui nous pillent, ils sont solidaires entre eux. Ils sont solidaires entre eux. Oui. Alpha Condé, Abraham, Sassou Nguesso, et tant d'autres autocrates. Donc, il est normal que nous aussi, qui constituent un bloc pour s'opposer à cette tyrannie, que nous soyons solidaires. Donc, moi, je serais heureux d'avoir comme un ami, un Congolais, qui militent pour des causes des droits de l'homme, qui se bat pour l'état de droit et qui veulent que les conditions de vie de sa population soient améliorées. Mais vous pourrez devenir un grand ami à Roland Nitou, puisque lui aussi se bat aujourd'hui pour les droits de l'homme, notamment du côté de Brazzaville. Encore merci Mohamed Fadiga. Je vous remercie également. Voilà, merci à vous qui avez été nombreux à nous suivre ce soir. Merci à Alexis Passy, Noko Kumunga Kosto, toute l'équipe du Zena TV. Portez-vous bien, on se retrouve la prochaine fois. Au revoir.